Alors là, ça sent pas bon. Encore une nouvelle recrue du côté du FC Barcelone, les amis. Mais avant ça, je tiens d'abord à vous informer que José Mourinho est enfin arrivé au centre d'entraînement du Real Madrid. Comme vous pouvez le voir, il est arrivé avec les membres de son staff et il a même fait quelques déclarations. Il a d'abord commencé par dire quel était son objectif au Real Madrid. Il dit: je suis ici pour créer une culture du travail, de la responsabilité et de l'ambition. Il ne s'agit pas de travailler au Real Madrid, il s'agit de travailler pour le Real Madrid. Et étant donné qu'il va commencer sa pré-saison sans certains titulaires à cause de la Coupe du Monde, et ça, José Mourinho, lui, ça l'inquiète pas. Il dit: voyons cela sous un angle positif. C'est une opportunité de découvrir les jeunes joueurs avec qui je vais travailler. Ils auront l'occasion de me connaître. Pendant la saison, beaucoup de ces jeunes joueurs seront dans l'équipe de la Castilla. J'aime aussi participer et contribuer à la croissance et au développement de ce secteur. Après la Coupe du Monde, les titulaires nous rejoindront. Zéro panique, dès son arrivée, le gars est déjà serein. Et pendant ce temps, on a le FC Barcelone qui vient de claquer 30 millions d'euros sur Adeyemi, après avoir mis 70 millions d'euros sur Gordon. Donc comme vous l'avez compris les amis, c'est officiel, Karim Adeyemi rejoint le FC Barcelone. Et ça pour une somme de 22 millions plus bonus. En espérant pour les Barcelonais que cette arrivée-là n'est pas synonyme d'un gros départ. Et je rappelle aussi que défensivement parlant, il n'y a encore aucune recrue. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le recrutement d'Adeyemi et Gordon, ça va aller à 1000 à l'heure devant. Étant donné que là, on parle quand même de quelqu'un qui a fait plus que Usain Bolt sur 30 mètres. Reste à voir maintenant si ça va le servir au FC Barcelone. Parce que je rappelle juste que cet homme-là est encore là, au cas où. Et vu comment il a mangé le banc la saison dernière, voyons voir comment Hansi Flick va gérer tout ça. Bon, eh bien, on va avoir notre revanche contre l'Espagne. Préparez-vous bien, parce qu'on arrive méchant pour vos gueules. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre l'Espagne et la Belgique. Victoire 2-1 de l'Espagne et une victoire où la meilleure équipe s'est qualifiée. On va être honnête, la meilleure équipe s'est qualifiée. Aujourd'hui, la Belgique, c'est dommage parce qu'il y avait la place. Et avant de rentrer sur l'aspect de ce match, j'ai déjà envie de dire bravo à la Belgique. Bravo pour le parcours qui a été fait parce que tu commences timidement ta Coupe du Monde avec 2 matchs nuls. Derrière, tu arrives à te qualifier après la victoire contre l'Australie. Tu es mené 2-0 contre le Sénégal. Tu arrives à inverser la tendance et tu arrives à te qualifier en gagnant le match 3-2 en étant mené 2-0 au bout de 85 minutes et tu arrives à inverser la tendance et tu te qualifies. Le match contre les États-Unis, après le Balogun qui est revenu et le vol total de faire rejouer Balogun, le carton rouge qui a été enlevé et ta prestation XXL. Les choix de Rudy Garcia que j'ai trouvé bon. Il a quand même mis un peu de temps à trouver son système, ses joueurs, mais il l'a trouvé. Je trouve que même les joueurs cadres, quand ils rentraient en cours de jeu, ils l'acceptaient. Il n'y avait pas vraiment un joueur qui était au-dessus de l'autre ou qui se sentait au-dessus des autres ou qui prenait mal. Il a vraiment réussi à créer un vrai groupe. Donc le parcours de la Belgique est respectable et vous avez fait un très beau parcours. Maintenant, aujourd'hui, l'équipe d'Espagne était au-dessus. Et l'équipe d'Espagne s'est qualifiée, mais mine de rien, tu as réussi à leur mettre une graine dans la tête et tu as réussi à les faire douter. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'a rencontré la Belgique, et c'est pour moi le plus gros problème, c'est qu'ils ne proposaient pas de solution à leur porteur de balle. Et tu te retrouvais dans des situations où tu sais que l'Espagne va jouer haut, que l'Espagne est agressif. Et là, l'Espagne n'était même pas agressive sur le porteur. Ils bloquaient les solutions de passe. Et les Belges ont trop accepté ça. Normalement, tu dois venir proposer des solutions à ton porteur de balle. Mais là, tu te retrouvais dans des situations où ton défenseur, que ce soit Ngoy, Mekele, De Kuyper, Castagne, ils ont le ballon devant leur surface. Ils lèvent la tête. Il y a 3 joueurs espagnols devant eux qui bloquent les solutions de passe. Et il n'y a aucun joueur belge qui met du mouvement pour proposer des solutions. Forcément, l'Espagne a continué de pousser. Ils ont mis un peu de temps à se mettre en route, les Espagnols, mais on sait que c'est une bonne équipe. Même s'il y a des joueurs qui ont un peu de mal, comme Baena, qui a un peu de mal à trouver sa place, comme Pedri, qui a eu encore une fois un match compliqué quand il a remplacé Fabian. Une entrée de Pedri qui a été délicate. Un Nico Williams qui a réussi à faire un petit peu de différence quand il est rentré sur le côté, mais pas de réelles occasions qui sont arrivées. Donc tu sens quand même que cette équipe espagnole et solide, qui a de la qualité, mais qui ne sont pas encore au mieux. Il y a encore des choses à revoir. Les gros points forts de l'Espagne, on le sait, c'est la défense. Avec cette charnière Cubarsí-Laporte, les deux sont excellents. Les deux sont très bons. Mais aujourd'hui, la réalité des choses, c'est que Cubarsí, il fait une Coupe du Monde qui est monumentale. C'est seulement le premier but qui est encaissé pour l'Espagne dans cette Coupe du Monde. Le premier. Là où la France, mine de rien, on a quand même 0 but encaissé en phase d'élimination directe. Suède, Paraguay, Maroc, 0 but encaissé pour l'équipe de France. L'Espagne, du coup, maintenant, c'est 1, mais ils ont pris qu'un seul but dans cette compétition en 6 matchs. Et c'est là que tu vois que cette équipe est solide défensivement. Cubarsí fait une Coupe du Monde qui est monstrueuse. Cucurella a son apport, Pedro Porro a son apport. La défense est très solide et ça marche très très bien avec l'apport en défense centrale pour Cubarsí. Et à côté de ça, tu te retrouves avec un Rodri qui est sur une compétition monstrueuse. Et Rodri aussi, c'est un gros atout parce que certains vont voir un petit peu que Rodri dans ses récupérations, dans ses prises de balles, dans ses retours défensifs, dans ses passes parce qu'il a cassé beaucoup de lignes aussi avec ses passes. Il a fait beaucoup de jeux vers l'avant. Mais moi, ce qui m'intéresse,
m'impressionne avec Rodri, c'est ses petites feintes de corps. C'est le fait que Rodri arrive à se trouver des failles tout seul. Il arrive à se trouver des espaces tout seul. Et quand vous le voyez, quand il récupère le ballon, il met des petites feintes de corps, il va enchaîner les feintes de corps qui va libérer des espaces. Et il va s'engouffrer dedans. Et c'est la grosse force de Rodri. Et sa Coupe du Monde, elle est monstrueuse à Rodri. Ils sont cohérents collectivement, avec et sans ballon. Ils ont un peu de mal offensivement. Mais c'est très solide défensivement. Et on sait que sur les côtés, ça peut être dangereux, le duel Lamine Yamal contre Lucas Digne, le duel Nico Williams s'il est titulaire contre Koundé. On sait que nous, nos latéraux, on a un petit peu du mal. On sait qu'on a du mal sur nos latéraux. Donc, c'est sur ce genre de choses-là qu'il va falloir travailler. Mais maintenant, moi, si je vous dis la vérité en toute objectivité, je n'ai pas peur de l'Espagne. Cette équipe espagnole ne me fait pas peur. Parce que pour moi, on est la meilleure équipe du monde. Et qu'encore une fois, on est capable de faire mal. Quand tu vois les espaces qui sont laissés, parce qu'aujourd'hui, je trouve quand même que l'Espagne laissait un peu des espaces. Et quand tu vois que l'équipe de France, il n'y a pas beaucoup de déchets techniques, que les joueurs se connaissent bien, se déplacent bien, c'est cohérent, on connaît les déplacements de chacun, ça met du mouvement, ça met de la permutation. Forcément, c'est là que tu te dis comment va s'en sortir l'Espagne. Et surtout qu'on met une bonne intensité, pressing contre pressing, un très bon milieu de terrain. Quand tu sais que Rodri est très bon pour l'Espagne, il n'y a pas de problème. Mais nous, notre double pivot fonctionne très bien et éteint tous les milieux de terrain qu'il affronte, même quand ils sont en supériorité numérique. Devant, ça fait très très mal. Donc ça va être compliqué ce match pour l'Espagne. Ça va être très compliqué. Moi je suis confiant pour l'équipe de France parce qu'il ne faut pas oublier qu'il revient de blessure. Oyarzabal aujourd'hui, j'ai pas trop kiffé, mais il était important dans le jeu de remise sur les dégagements d'Unai Simon. Il servait un peu à rejouer, se jouer un petit peu en pivot, mais aujourd'hui il n'a pas réellement pesé sur le jeu. Baena, je pense pas qu'il jouera contre la France. Je pense que Nico Williams sera apte à jouer. Donc il faudra faire attention à leurs ailiers. Leur milieu de terrain est quand même très cohérent. Il y a de la qualité, même si Pedri c'est un petit peu dur. On verra si Fabian rejouera, lui qui a été buteur et qui a fait une bonne prestation. Il y a peut-être quelque chose qui a été trouvé pour le coach espagnol. Mais en tout cas, aujourd'hui, la meilleure équipe s'est qualifiée. C'était l'Espagne, même si la Belgique a réussi à les faire douter. T'as pas réussi à mettre ce coup de fouet pour pouvoir aller un peu plus vers l'avant, à faire reculer un petit peu l'Espagne. Ils t'ont acculé, c'est eux qui ont réussi à te faire reculer. Et à la fin, tu craques. Comme contre le Portugal, tu craques dans les dernières minutes avec encore une fois le super sub Merino qui te met ce but après le ballon relâché sur la frappe de Cubarsí. Donc bravo à la Belgique pour le parcours. Bravo à l'Espagne pour ce match également. Même si tout n'a pas été parfait maintenant, rendez-vous mardi pour ce match entre la France et l'Espagne. Hâte d'y être, ça va être un match exceptionnel. Le début des demi-finales de Coupe du Monde commenceront mardi 21h. Et ça sera ce match entre la France et l'Espagne. Un match qui ne sera pas facile, mais un match dans lequel on est favori. Et il faudra tout donner pour rejoindre la finale une troisième fois consécutive. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Non, c'est pas tout. C'est pas tout, j'oublie, parce que c'est vrai que on parlait aussi de cette main qui aurait pu avoir lieu pour Rodri. Alors déjà, Archivovar, qui avait mis la main de Rodri, est-elle punissable? Non. Laporte dégage le ballon et après un impact sur sa poitrine, il heurte le bras de l'Espagnol. Encore une fois, il s'agit d'une main qui est très loin d'être punissable. En gros, ce qui se passe, c'est qu'ici, il y a Laporte qui dévie le ballon de la tête quand il y avait un partout. Laporte dévie le ballon de la tête et ça revient sur Rodri. Et Rodri touche le ballon du bras après que le ballon ait touché sa poitrine. Et là, c'est une situation qu'on avait déjà vue. En fait, il y a deux situations. Il y a la première situation quand ça touche une autre partie de ton corps avant le bras. Il n'y a pas pénalty. Je trouve que ça touche le bras, mais pas réellement le bras, mais plus l'épaule. Donc pour moi, pas pénalty. En toute objectivité. Et en plus, il y avait une règle, et ça on l'avait vu sur un match du Barça, quand c'est un joueur de ton équipe qui touche le ballon de la tête et que derrière ça touche le bras d'un autre coéquipier, il n'y a pas pénalty. On avait vu cette situation sur un match du Barça, je me rappelle plus lequel exactement, il y avait une déviation de la tête, c'était revenu sur le bras de Baldé, et là c'est un vrai bras, hein, c'était le ballon qui tapait ici. Mais non, il n'y avait pas pénalty parce qu'il y avait cette règle. Alors je ne sais pas si cette règle est toujours d'actualité, mais on avait vu cette règle sortir à ce moment-là. Donc pour moi, il y a trois raisons qui font qu'il n'y a pas pénalty.